Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, un podcast au sujet de deux œuvres de Grégoire de la Cour. D'habitude, dans nos lectures commentées, nous faisons juste un livre et nous en parlons ensuite et parfois il y a une fiche didactisée. Ici, c'est carrément deux livres parce que je pense que les deux livres ont une cohérence ensemble, que nous allons voir ensemble. Donc, L'enfant réparé et Polaroid du frère. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lance un podcast, là où j'habite, tout le monde se met à faire du bruit dans la rue, même les équipements, alors que juste avant, c'était silencieux et que je m'étais dit « Ah tiens, je ferai un podcast ». Et ben voilà, dès que je commence à enregistrer, il y a des parasites, des bruits parasites, donc j'espère qu'on va pouvoir mener à bien cet enregistrement. Donc cet enregistrement, c'est un témoignage de la part de l'auteur Grégoire de la Cour au travers deux ouvrages vraiment passionnants, L'enfant réparé et Polaroid du frère, qui est sorti cette année. Et dans l'article que je vais vous lire et que vous pouvez trouver sur le site internet frenchdiscoveries.fr, en fait, je fais également une réflexion sur les quatrièmes de couverture des deux livres et vous trouverez également des exercices avec corrigés de niveau B2 et C1. C'est un petit peu difficile à comprendre pour les débutants. Néanmoins, vous pouvez toujours écouter le podcast sans faire les exercices. Pourquoi je précise ça? Parce que je ne révèle pas le contenu des livres. Je ne vous donne pas un résumé détaillé du livre. Vous devez lire ces deux livres pour vous faire votre idée. Nous allons faire une critique ou plutôt une présentation avec réflexion sans dévoiler les intrigues des deux romans. Par moment, il faudra que je parle de certaines choses qui sont présentes dans les romans, mais en tout cas, je ne vais pas dévoiler les intrigues. Si vous apprenez le français, vous pouvez télécharger les exercices. Je mets le lien en description et en commentaire. Et si vous êtes juste un lecteur de livres français, eh bien c'est une recommandation que je vous fais de plonger dans l'univers de Grégoire de la Cour, qui pour moi est un auteur profond, qui ose parler d'un tabou de la société française, l'inceste familial et ses conséquences. Alors cet article peut être lu de manière informative si vous cherchez un livre à lire en français, d'autant plus que L'enfant réparé est au format poche, donc est assez court. Polaroid du frère est composé de petits textes courts, donc je pense effectivement on peut séquencer sa lecture. Et vous pouvez aussi lire mon article comme étant une illustration pour démontrer un point de vue, donc en l'occurrence ce sera mon point de vue, et produire une argumentation. Donc je vais argumenter, expliquer mon point de vue et pourquoi j'ai choisi ces deux livres. Je pense que l'esprit critique doit être pratiqué de plus en plus de nos jours et sans langue de bois. Alors pour ceux qui apprennent le français, sans langue de bois, ça veut dire sans être hypocrite. Alors je vais donc dire des choses crûment, si j'estime que cela est nécessaire. Voyez un exemple, voilà, au moment où j'enregistre le podcast, quelqu'un se met à klaxonner sous mes fenêtres, pardon. Oh là là, je parle même plus français. Donc effectivement, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je mets un petit trigger si jamais vous êtes une personne sensible et qui ne veut pas entendre parler de ce genre de choses, eh bien vous n'êtes pas obligé d'écouter ce podcast et vous n'êtes pas non plus obligé d'aller voir les liens et de faire les exercices. Voilà, donc nous allons parler d'un sujet extrêmement sensible puisque la thématique de l'abus en littérature est malheureusement quelque chose que nous devons aborder, selon moi, parce que c'est d'intérêt public. Alors, je vais à présent vous lire l'article. Pour ceux également qui apprennent le français, vous pouvez avoir l'article sous les yeux et en même temps écouter ma voix. Cela va vous permettre d'associer les mots écrits à la prononciation. J'espère que cette introduction a été claire et que pour vous, pas de soucis. Donc, on va commencer. Donc, je le répète, on va parler des abus S. Donc, si vous êtes particulièrement sensible sur le sujet,
sujet, je vous invite à ne pas écouter ce podcast, sachant que je n'hésiterai pas à fermer les commentaires. S'il y a des remarques déplacées, il faut bien sûr avoir du respect envers les personnes et envers cet auteur qui se met à nu en nous racontant vraiment des choses très intimes, aussi bien sur lui que sur sa famille. Donc je compte sur vous pour faire preuve d'esprit d'ouverture. Et puis si ça ne vous intéresse pas ou si vous êtes très sensible, eh bien n'écoutez pas ce podcast. Beaucoup de précautions, mais de nos jours c'est obligatoire. Je commence donc la lecture du podcast juste au moment où ma voisine a décidé de faire le ménage chez elle et de donner des grands coups de balai dans les murs. J'espère que vous ne les entendrez pas. Je vais mettre une petite musique de fond. Alors je lis. La thématique de l'abus en littérature est d'intérêt public. Sur cette thématique en littérature, découvrir qu'une personnalité célèbre, prestigieuse, a elle aussi subi l'emprise, des attouchements ou un V, peut être d'une grande aide pour les lecteurs, car ils se sentent moins seuls. Les livres qui traitent de ce sujet, ce n'est pas du voyeurisme. Ils composent des témoignages, et pour certains ouvrages, ce que je trouve intéressant, c'est l'exploration de la confusion, de la sidération, le long travail qui permet de révéler cette souffrance. De mon point de vue, des ouvrages comme Le Consentement, La Familia Grande, Triste Tigre ou L'Enfant réparé et Polaroid du frère sont d'intérêt public. Bien que la parole se libère de plus en plus, les chiffres dénonçant l'inceste sont inquiétants. Plus de 5,4 millions de personnes en France en auraient été victimes. Suite à une étude de l'Union pour l'enfance, je vous mets le lien dans l'article, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences S et 81% ont lieu dans le cercle familial. Qu'on me permette une parenthèse, toutes les classes sociales sont concernées et récemment, la pédophilie féminine est de plus en plus révélée. À titre personnel, je suis soulagée de voir que les mentalités évoluent sur ce point. L'agresseur peut être de n'importe quel genre, de n'importe quel milieu social, présenter une apparence insoupçonnable et être une femme, une mère, une sœur, une tante. Les clichés volent en éclats de plus en plus et c'est tant mieux. Si cela peut servir l'intérêt des victimes et les aider de quelque manière, c'est une bonne chose. Oui, les femmes pédophiles existent et détruisent l'existence d'un enfant. Jusqu'à présent, les récits qui évoquent des agresseurs masculins, mais je pense que bientôt, davantage d'œuvres exploreront le cas des femmes pédophiles. En faisant des recherches pour cet article, j'ai moi-même découvert qu'une auteure, Geoffrine Donadieu, avait parlé de ce sujet dans son roman Jour de France. Je vous mets également le lien vers ce livre, je vais le lire et j'en parlerai ensuite si j'estime que c'est un livre utile. Pour l'instant, je n'ai aucun a priori, je pense à titre personnel qu'il est utile, mais ne l'ayant pas vu, je ne préfère pas parler de quelque chose que je ne connais pas, j'en parlerai par la suite. En tout cas, je vous donne l'information et je vous renvoie vers un lien qui a été publié par la télévision suisse, la RTS. Un sujet qu'il faut découvrir et enseigner. En dehors de mes activités journalistiques, je suis également professeur de français et cette année, en classe de STMG, certains élèves étudient le consentement de Vanessa Spingora. J'ai donc été confrontée à de nombreuses questions. J'ai constaté aussi que les élèves trouvaient dans les livres un soutien, ce que certains jugeront dérisoire, mais chacun fait comme il peut. Les Anglais n'hésitent pas à parler de book therapy, et bien que je pense que les professionnels de santé mentale soient les plus à même de prendre en charge une victime, attention, j'utilise ce mot de victime sans connotation péjorative, il faut reconnaître que la lecture de livres sur le sujet est parfois thérapeutique. Pour moi, cela l'a été, et je connais beaucoup d'autres personnes qui ont poussé la porte d'un cabinet de psy après avoir pris conscience de certaines choses, en les lisant. Ce n'est pas moi qui fais les programmes de l'éducation nationale, mais sur ce thème, le thème du consentement, je trouve salutaire que des livres comme Le Consentement soient étudiés par des lycéens. Avec un accompagnement, c'est encore mieux.
Il y a quelques mois, sur French Discovery Magazine, nous avions écrit une série d'articles intitulés Le viol et l'art, où nous avions parlé d'Artemisia Gentileschi, de Christine Angot, ainsi que de Niki de Saint-Phal. Je vous remets les liens dans l'article. Ces articles mettaient en lumière le parcours de ces 3 artistes confrontés à l'expérience du V. À l'époque, en les écrivant, je me disais qu'il manquait le témoignage d'un homme au travers d'une œuvre littéraire et artistique, ce qui témoignait de ma méconnaissance du sujet, car tandis que j'écrivais ces articles et me faisais cette réflexion, le livre de Grégoire Delacour, L'Enfant réparé, était déjà paru. De plus, en lisant Triste cire de Neige Sinaud, j'ai découvert que dans le domaine de l'art, certains hommes avaient parlé de V subi également. Je crois aux synchronicités ou à l'éveil qui font que quand on est prêt et qu'on s'intéresse réellement à quelque chose, des pans entiers de connaissances et d'informations nous sont révélés. Malheureusement, hommes comme femmes ont témoigné depuis toujours, mais les avons-nous vraiment écoutés? Les avons-nous vraiment entendus? Nous n'étions pas toujours au courant. Quid de la transmission et de la réception des témoignages? Nous exerçons souvent le déni et nous zappons. Pas toujours, heureusement. Je vais vous parler de mon histoire. Par un concours de circonstances dont la vie a le secret, c'est un jour de grande déprime, alors que je cherchais la consolation dans la lecture, que j'ai découvert L'Enfant réparé, livre qui m'a été offert pour l'achat de 2 autres livres. Je me souviens de moi, assez triste, farfouillant dans le bac, où se trouvaient les livres offerts suite à une offre promotionnelle. 2 livres achetés, le 3e gratuit, comme si j'achetais des paquets de yaourts et non pas des créations de l'esprit. Comparer le livre à des yaourts, c'est horrible. Le livre fait partie des biens culturels et, pour ceux qui apprennent le français, bien, avec un S, ne désigne pas ici une qualité morale, mais est synonyme d'article, de produit donc. Résistance de l'inconscient. Suis-je la seule à avoir éprouvé cela? L'avez-vous déjà ressenti face à un livre, une œuvre d'art, un film, une photo ou pire une situation? Ce déni qui conduit à la résistance et à la fuite. Vous connaissez? En voyant la couverture du livre, j'ai hésité. J'ai failli prendre un livre de romantasy parce que je ne voulais pas me prendre la tête. Et puis j'ai inspiré un bon coup et je me suis dit que je devais être courageuse et j'ai pris le livre de Grégoire Delacour. Nous n'étions pas nombreux à avoir fait ce choix si l'on jugeait par le nombre d'exemplaires offerts restant dans le bac, alors qu'il n'y avait plus qu'1 ou 2 livres de romance. Attention, je ne critique pas la romance, genre littéraire que j'apprécie beaucoup et auquel j'ai consacré un podcast. Certains ouvrages de romance abordent des situations complexes et douloureuses. Mais c'est moins frontal que là, à cause de cette couverture, avec cette photo de jeune enfant qui sourit et la première phrase de la 4e de couverture. De plus, à l'instant T, quand je faisais mon choix dans les livres offerts, il restait plein de Grégoire Delacour, mais peut-être que 3 jours après, il n'en restait plus du tout, je ne sais pas. Moi, j'ai interprété ça comme un gros signe qu'il fallait que je lise ce livre, et d'ailleurs sa lecture m'a permis d'en lire d'autres sur le sujet. Mais pourquoi avais-je éprouvé de la résistance devant ce livre? La photo de couverture me rappelait celle de mon ex-conjoint qui est décédé dans des circonstances tragiques, parce que dans les années 70, c'était une façon de faire poser les enfants. Donc pour moi, cette photo m'a rappelé la photo d'une personne que j'avais connue en vrai. Je ne connais pas Grégoire Delacour. De plus, la 4e de couverture avec cette déclaration. Le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, je me suis sentie vivant. J'ai ressenti, cela m'a fait comprendre que j'allais vivre une expérience de lecture intense. Grégoire Delacour venait de mettre des mots sur un ressenti personnel et j'avais peur. Peur de me plonger dans ce petit livre de poche. Depuis, j'ai progressé. J'ai lu le livre Triste tigre de Neige Sinaud et ensuite la Polaroid du frère, que je considère un peu comme une suite de L'Enfant réparé. J'ai obtenu une mission avec des élèves qui doivent étudier le consentement de Vanessa Spingora pour le bac, complètement par hasard. Certains diront que le hasard n'existe pas. Donc j'ai dû relire, après avoir lu L'Enfant réparé et Polaroid du frère, j'ai dû relire le consentement de Vanessa Spingora pour l'étudier avec mes élèves, et pour de vrai, et pas à la va-vite, en diagonale, comme je l'avais fait la première fois, ou je l'avais lu pour faire plaisir à quelqu'un qui me l'avait offert. Lecture d'une traite, comme si je voulais m'en débarrasser.
Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Nous ne sommes pas ici pour faire ma psychanalyse et nous allons revenir au livre de Grégoire de la Cour. Je serais néanmoins curieuse, avec bienveillance, de savoir si certaines personnes, face à certaines œuvres d'art, des livres, des films, ou même une œuvre, un tableau, une photographie, vous avez déjà pratiqué cet évitement parce que c'était trop difficile pour vous, vous sentiez que ça allait remuer des choses, pas forcément parce que vous les avez vécues, mais peut-être parce que vous connaissez des personnes qui vous sont chères, qui étaient concernées. C'est une expérience personnelle de chacun. Et c'est vrai qu'en voyant cette couverture avec le petit garçon qui sourit, j'ai pensé à une autre personne qui n'a pas eu de chance. Et j'ai été vraiment très très hésitante pour lire ce livre. Depuis tout à l'heure, j'emploie le terme quatrième de couverture. C'est quoi une quatrième de couverture et pourquoi c'est important? Certains savent sans doute ce que c'est, d'autres pas du tout. Prosaïquement, la quatrième de couverture, c'est le dos du livre où est écrit une sorte de résumé du contenu de celui-ci. Alors si je reste dans ma métaphore du produit lorsque je parlais des yaourts tout à l'heure, on pourrait dire que c'est l'emballage du livre, là où est indiquée la composition, les ingrédients. Bien sûr, c'est métaphorique. Il y a même des commentaires commerciaux quand on rajoute des appréciations sur le livre. Généralement, ce sont des critiques dithyrambiques. Je n'ai jamais vu un livre où au dos, on voyait écrit « un livre nul, ne l'achetez pas, je me suis endormie à la seconde page ». Jamais, c'est plutôt un livre fabuleux, un livre avec un suspense haletant, mais un livre où il serait marqué « ce livre est nul, ne l'achetez pas », ça pourrait être drôle et parodique. Je suis sûre que certains lecteurs achèteraient un livre avec une quatrième de lecture parodique. Alors, petite parenthèse, je me demande si les intelligences artificielles qui simplifient tout vont traduire que je n'ai pas aimé les livres de Grégoire de la Cour. Là, je parle en général, et même pour ceux qui apprennent le français. Beaucoup de gens font des raccourcis. Attention, j'ai adoré les deux livres. Je suis en train de parler des quatrièmes de couverture en général. Et je suis en train de dire que les quatrièmes de couverture veulent nous pousser à acheter le livre. Et par conséquent, elles ne vont pas dire que c'est un mauvais livre. Et on ne va bien sûr publier en commentaire que les critiques positives. Et parfois, c'est une expérience qu'on a tous vécue. Sur la quatrième de couverture, il est marqué que le livre est génial. On l'achète et on n'aime pas du tout. Et on ne comprend pas pourquoi quelqu'un a dit qu'il était génial. Alors, je ferai un test de mon côté pour voir comment mon podcast peut être résumé par des intelligences artificielles, parce que c'est quelque chose, alors je vais bientôt finir la parenthèse, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, je vous l'ai dit. J'ai décidé de vraiment comprendre comment ça fonctionnait, et donc je suis vraiment intéressée de savoir s'il y a une déperdition d'informations ou pas. En tout cas, je me répète, j'ai adoré ces deux livres, c'est pourquoi j'en parle et que j'ai créé des exercices de compréhension avec corrigé de niveau B2, C1, donc j'ai vraiment adoré et je voulais vraiment en parler avec vous. Mais revenons aux quatrièmes de couverture. Les quatrièmes de couverture, elles sont très soignées pour certains genres littéraires. Par exemple, les livres de romance, on en parlait tout à l'heure de la romance. Pour les fêtes de fin d'année, par exemple Noël, elle constitue un argument de vente parce qu'on veut offrir un beau livre et les éditions spéciales ont beaucoup de succès. Ces livres sont aussi utilisés en décoration. Alors, des fois, si on a lu un livre et il est très joli, la couverture est très belle, on va le mettre en évidence dans sa chambre ou dans son salon. Mais ne riez pas, je connais plein de gens qui ont une bibliothèque remplie de livres qu'ils n'ont jamais lus, mais qui y mettent ces livres en évidence parce que la couverture est belle. Et pour certains, un livre, c'est aussi un objet de décoration. Alors le comble du cynisme pour moi, c'est les compagnies, vous savez, qui vous vendent des jaquettes de livres classiques évidées, sans contenu, juste pour que vos visiteurs voient que dans votre salon, dans votre bibliothèque ou dans votre chambre, vous avez un exemplaire de tel livre qu'il faut avoir lu. Alors je vous raconte encore mon histoire. Une fois, j'étais chez des gens qui avaient une magnifique bibliothèque. C'était le soir, j'avais envie de lire un livre. Et quelle déception quand j'ai pris dans mes mains un exemplaire de Guerre et paix de Dostoïevski. Je me suis dit, tiens, je vais m'y mettre. Je ne connais pas Guerre et paix
portrait de Dostoïevski. Et en ouvrant le livre, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de texte, que le livre était creux. C'était un livre avec un espace dans lequel il y avait des clés. Et en fait, les gens utilisaient ce livre pour ranger leurs clés de garage. Bon, voilà. Alors, la 4e de couverture, comme le graphisme nous donne envie d'en savoir plus sur le livre et de l'acheter ou non. C'est quelque chose qui, des fois, peut nous aider à décider ou pas d'acheter cet ouvrage. Et un théoricien de la littérature française qui s'appelle Gérard Genette considérait d'ailleurs la 4e de couverture comme faisant partie du paratexte et participant à la réception de la lecture, puisque avant même de commencer à lire, on prend le livre dans la main et on regarde les informations fournies par la couverture et la 4e de couverture. À titre perso, j'ai eu la chance d'avoir Gérard Genette comme professeur et grâce à lui, j'ai pris quelques réflexes après la lecture de ces livres que je vous recommande, et puis ça m'a conduit à quelques réflexions personnelles que vous allez lire. Donc je vous parle un petit peu de ma vie, mais c'est normal puisque je vous fais une lecture commentée et une argumentation basée sur mon expérience. Alors maintenant, justement, je vais vous parler de la 4e de couverture de L'Enfant réparé. J'ignore si vous êtes toujours en train d'écouter ce podcast. Sachez que si vous l'écoutez, il y a des bruits parce que ma voisine doit être en train vraiment de faire du ménage. Donc, L'Enfant réparé. Quand on lit la 4e de couverture du livre de poche, le sujet n'est pas clair. Bien que mes antennes perso m'aient fait comprendre de quoi il allait retourner, bon nombre de personnes que j'ai interrogées, après avoir lu la 4e de couve, comme on dit en abrégé, on pensait que c'était un livre qui allait parler de maltraitance physique et d'une biographie de son père, expliquer pourquoi c'est un homme violent et que l'auteur avait grandi sans père. Voilà, donc la 4e de couverture du livre de poche ne permettait pas de savoir exactement. Alors, moi je l'ai deviné, mais d'autres personnes aussi s'en sont doutées un petit peu, mais c'était plutôt marginal. Le roman L'Enfant réparé ne parle pas d'un homme violent et d'un auteur qui grandit sans père. Certes, le père est violent, il bat sa femme, certes le père est absent, et par la force des choses, l'auteur, Grégoire de la Cour, grandit sans père, mais aussi sans mère, sans frère et sans sœur, puisqu'il va dans un internat. Et je trouve que dans la 4e de couverture, par rapport à la 4e de couverture de l'éditeur original, la version poche ne laisse rien d'explicite. On sait que c'est une lecture qui va être assez émotionnelle, mais ça ne donne pas vraiment d'indice sur le vrai sujet du livre. Et c'est la même chose dans Polaroid du frère. Et cette fois-ci, là, j'ai pas la version poche, j'ai vraiment la version de l'éditeur. Si on n'a pas lu L'Enfant réparé, on pourrait croire que l'auteur, Grégoire de la Cour, parle d'un frère à problème décédé. Alors oui, il parle de son frère qui est mort et qui avait des problèmes, mais pourquoi avait-il des problèmes? On va le découvrir en lisant le livre, et je trouve que la 4e de couverture rend hommage à la qualité d'écriture de l'écrivain, mais ça ne revendique pas vraiment de quoi parle le livre. Alors, on va expliquer un petit peu plus de choses. Dans cette partie de l'article, j'ai mis un titre qui s'appelle « Ouvrir les yeux et sortir du déni ». Quand j'ai lu la postface inédite de l'auteur, lorsque j'ai lu L'Enfant réparé et que j'ai lu la postface, je vous avoue que j'ai pleuré parce qu'il était clair que Grégoire de la Cour n'avait pas été la seule victime familiale, que leur père avait menti et continué ses méfaits, que leur mère avait sauvé entre guillemets un enfant en l'éloignant, mais quid de l'autre, et comment vivre avec cette culpabilité du survivant. Moi, ce qui m'a fait vraiment pleurer, j'ai ressenti au fur et à mesure que je lisais cette postface un sentiment très fort de trahison. Je trouvais que Grégoire de la Cour démontrait la trahison familiale et que sur ce point, il y avait une critique au dos du livre de poche qui avait été écrite par le journal Libération. Lorsque le journaliste a écrit « Grégoire de la Cour se livre avec pudeur, avec puissance et ne laisse pas de répit au lecteur ». Et jusqu'à la dernière ligne, en fait, je vous avoue, il m'a émue. Et je me suis même demandé, avec du recul, si la dernière ligne était ironique, quand il dit que la mère va sauver le frère.
j'en ai ressenti un peu l'acidité et j'ai regretté que la nature du déni ne soit pas plus claire. Alors quand je dis ça, c'est peut-être un peu opaque, mais moi j'ai eu l'impression que en fait la maman de Grégoire de la Cour a fait ce qu'elle a pu pour protéger son fils, mais du coup il y en a eu un autre qui a été victime, et ça m'a fait penser à un film qui s'appelle L'Incompris de Luigi Comencini. En fait, vous avez deux frères et un des frères paraît plus fort que l'autre, et donc, puisqu'il paraît plus fort que l'autre, le père est beaucoup moins attentif à lui. Et finalement, c'est cet enfant-là qui aura des conséquences dramatiques. Je raconte pas toute l'histoire non plus parce que j'aime pas spoiler. Je pense que c'est bien aux gens de vivre une expérience et d'aller voir par eux-mêmes. Donc je vous recommande ce film, L'Incompris de Luigi Comencini, même si ça parle pas de la même chose que Polaroid du frère ou que L'Enfant réparé. C'est un film qui parle du deuil quand on a perdu sa maman. Il y a quand même l'histoire de comment on traite les différents membres de la fratrie face à un drame et un trauma. Et donc en fait, moi ce qui m'a énormément fait de peine, c'est que quand je lisais la postface de L'Enfant réparé, je me suis dit en fait il y a encore quelque chose derrière. Et peut-être qu'il n'est pas arrivé encore au point de le reconnaître. Et pourtant, après, en relisant, le frère était déjà mort. Bon, donc, lisez le livre, ça sera plus clair. Mais ce que je me suis dit, c'est que pour moi, le jour où on pourra parler frontalement des violences S et du V avec des mots crus mais explicites, dans l'espace public, eh bien, on aura une grande victoire et on ne se protégera plus derrière cette sorte de polysémie des mots et situations, un déni personnel et sociétal. Je trouve qu'on ouvrira davantage les yeux et qu'on regardera bien en face ce fléau. Et je vous dis ça alors que je suis sur YouTube et que depuis tout à l'heure, je ne prononce pas les mots complètement afin de ne pas être blacklisté. Voilà. En tout cas, L'Enfant réparé et Polaroid du frère, c'est des bombes émotionnelles. Ce sont des bombes émotionnelles qui nous obligent à regarder au fond de nous, à arrêter de nous mentir et à aborder des questions qui fâchent. Certains parents, selon moi, ne sont pas aptes à avoir des enfants, sont incapables de les protéger et pire, les détruisent. Alors, le proverbe dit que sur une assiette réparée, on voit toujours la fêlure. Je suis assez d'accord avec ça et je voulais, pour parler un petit peu de quelque chose de positif sur la fêlure, vous parler du kintsugi. Alors dans cet art, les réparations ne sont pas masquées mais bien visibles et supprimées car le kintsugi veut célébrer l'imperfection et la fragilité. D'ailleurs la signification de ce mot japonais est jointure en or. Alors pourquoi je vous parle de ça ? En fait, donc des vases, des bols ou des assiettes qui sont réparés. Je vous ai mis une photo pour ceux qui liront l'article. Pour le kintsugi, la réparation ne doit pas être cachée parce que la réparation, c'est pas seulement la guérison, la remise en état de marche, donc une assiette qui était brisée en plusieurs morceaux, qui va pouvoir à nouveau être opérationnelle vu qu'on a on a collé les différents morceaux cassés. C'est montrer que cette assiette, elle a eu une histoire, qu'elle a été blessée mais qu'elle a été réparée et les jointures sont dorées parce que la blessure est sublimée. Et en fait, être réparé, c'est aussi porter avec soi sa blessure, les dysfonctionnements qui découlent du premier trauma, en faire sa caractéristique, qu'on soit un vase japonais ou une personne résiliente. Et d'ailleurs, je voulais parler du concept de résilience. Pendant longtemps, je trouvais que c'était très intéressant, mais en fait, je le trouve très culpabilisant parce que tout le monde ne peut pas être résilient. Et je trouve que Grégoire de la Cour nous le montre très bien dans Polaroid du frère. Donc on a l'impression parfois que des gens sont résilients. Il le montre aussi dans L'Enfant réparé. On a l'impression que les personnes sont résistantes, elles s'en sont sorties. Mais elles sont sorties de quoi en fait? Et que se passe-t-il en elles-mêmes? Alors même réparé, un enfant détruit reste une personne différente. Et quand je dis différent, j'emploie cet adjectif non pas de manière péjorative, mais dans le sens du kintsugi.
Alors, parfois, cette différence, ça peut nous conduire vers la lumière, malgré des hauts et des bas, hein. L'exemple de Grégoire de la Cour, il est devenu un grand écrivain, malgré ce qu'il a vécu et qu'il a raconté dans ses livres. Et parfois, malheureusement, cette différence peut nous conduire vers l'ombre. Ainsi, son frère, qui, malgré diverses tentatives, était une sorte de marginal, plutôt de personne de très grande souffrance, qui est mort seul dans la misère avec une mort qu'il nous raconte dans son livre, et qui est une mort vraiment qui prend aux tripes. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes sensible, n'écoutez pas ce podcast. Et même pour lire les 2 livres, hein, il faut avoir une certaine force, parce qu'il y a des livres qu'on peut lire à certains moments de sa vie et qu'à un moment c'est trop douloureux, donc il faut savoir aussi s'écouter. Et je trouve que ce sont des livres intelligents. Alors vous allez me dire, heureusement qu'il fait des livres intelligents. Non, c'est intelligent parce qu'il parle de son histoire, mais c'est universel. C'est quelque chose qui n'est absolument pas voyeur, c'est quelque chose dans lequel on peut trouver un écho, encore une fois, qu'on ait vécu ou pas vécu les mêmes choses, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce point de vue, et aussi de choisir de parler de Polaroid, donc un peu le symbole de la photo. Lorsqu'on parle d'aller aussi vers la lumière, hein, la photographie a besoin de lumière, on pourrait faire une thèse complète, hein, sur ces 2 ouvrages. Moi, je vais continuer mon podcast en vous parlant des 4e de couverture du livre de poche versus celle de l'éditeur. Vous expliquer un peu pourquoi finalement je trouve que le livre de poche, qui est plus accessible au grand public parce que c'est moins cher, puis c'est un petit livre qu'on peut transporter avec soi, je trouve que c'est dommage que la couverture, elle soit, à mon avis, la 4e de couverture soit moins pertinente que celle de l'éditeur original, qui au moins nous donnait des indices et qui nommait les choses. Alors, vous allez rire, mais au moment où j'enregistre ce podcast, il y a maintenant un déménagement. Après la voisine qui fait le ménage, on a maintenant des gens qui déménagent, donc beaucoup de bruit. J'espère que vous allez bien entendre ma voix. Les 4e de couverture du livre de poche versus celle de l'éditeur. Alors pour l'enfant réparé, pour moi la 4e de couverture de l'enfant réparé en livre de poche, elle est beaucoup moins explicite que celle de l'éditeur d'origine, donc qui est Grasset. L'inceste est certes une maltraitance familiale, mais il y a trop de pudeur dans la 4e de couverture du livre de poche. Donc c'est, comment vous expliquer ça, c'est peut-être très dur d'employer les mots comme inceste, maltraitance familiale, pour ensuite être vendu lorsqu'on est un livre de poche dans des endroits comme des supermarchés, et dans des FNAC et dans des magasins. Et si dans la vie de tous les jours, je trouve que la pudeur est une grande qualité, je trouve que quand on dénonce ou quand une œuvre a autant de portée que l'enfant réparé, face au déni qui existe dans notre société, il est préférable d'être plus incisif, et c'est dommage que sur la 4e de couverture en format poche, il n'y ait pas davantage de termes qui déjà nous disent de quoi on va lire, qu'est-ce qu'on va découvrir. Qui nous disent de quoi est-il question. Vous voyez, j'en perds mes mots. Voici la 4e de couverture de Grasset, qui est à mon avis la meilleure. J'ai compris depuis ce qui motiverait mon chemin d'écrivain, présenter l'adulte que je suis devenu l'enfant que je fus. Dans Mon père, publié en 2019, Grégoire de la Cour peignait un père venu demander des comptes à un prêtre coupable d'abus envers son jeune fils. Catalyseur d'émotions enfouies, le livre allait faire ressurgir des souffrances muettes et conduire son auteur à une enquête introspective profonde. Remontant enfin à la source de son enfance saccagée, Grégoire de la Cour l'a fait revivre dans L'enfant réparé, poignant récit autobiographique où il se livre pour la première fois. L'enfant réparé raconte un corps abîmé et les livres qui l'ont réparé, ce corps qui très jeune a subi l'étourdissement dans le Valium et autres médicaments et se perçoit comme un déchet. L'écriture lui permet d'abord de subsister, de fuir sa famille et ses souvenirs, avant de découvrir une démarche créatrice jalonnée des traces cachées de ses douleurs enfantines. Pourquoi le petit garçon qu'il était rêvait-il au soulagement de sauter par la fenêtre ? Qui était ce père absent et bourreau ? Cette mère adorée fuyait-elle son propre enfant ou bien faisait-elle tout pour le protéger ?
L'enfant réparé est l'histoire d'une enfance abusée, d'une famille où l'on porte le déni comme une armure et un éclairage unique sur le parcours d'un écrivain. Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant, dans un style acéré, précis, un regard sur soi d'une rare lucidité, bouleversant. Alors, même si le mot inceste n'est pas écrit dans ce résumé de 4e de couverture, déjà il est fait mention de mots très forts comme addiction de l'auteur. On explique donc qu'il prend du Valium pour échapper à sa réalité, en raison de son mal-être. On devine que la source est d'origine familiale et le père est décrit comme un bourreau, d'ailleurs il y a l'emploi du mot bourreau, et la question au sujet de la mère est clairement posée. Cette mère adorée fuyait-elle son propre enfant ou bien faisait-elle tout pour le protéger? Il y a également d'autres indices, l'emploi du terme enfance abusée et aussi un prêtre coupable d'abus envers son jeune fils ou encore déni. Carrément le mot déni est cité dans la 4e de couverture chez Grasset. On sait également grâce à ce livre que Grégoire de la Cour avait pris le prétexte de l'abus d'un prêtre pour en fait cacher que c'était un abus familial. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même se pose des questions sur les origines. Est-ce que son abuseur n'aurait pas non plus été lui-même abusé par un prêtre, un soldat, par quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Et il pose de bonnes questions. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail du livre parce que je pense qu'il faut le lire, le vivre, et c'est comme ça qu'on développe un esprit critique. En revanche, la 4e de couverture du livre de poche, elle est beaucoup plus douce, entre guillemets, beaucoup plus soft, on dirait. Je vous la lis. Le récit d'une enfance brisée, d'un corps abîmé et de ce qu'il a fallu pour tenter de réparer l'innommable. Le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, je me suis senti vivant. Alors là, moi, ce qui m'a frappé, c'est que là, on a l'emploi du passé composé et je pensais que j'avais été une victime. Je suis sûre d'avoir lu ça quelque part dans le livre, il faudra que je regarde. On a souvent dit de ses ouvrages qu'il faisait du bien, lui-même a toujours su... Alors je reprends la lecture de la 4e de couverture, parce que je suis partie dans une réflexion personnelle. Le récit d'une enfance brisée, d'un corps abîmé et de ce qu'il a fallu pour tenter de réparer l'innommable. Le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, je me suis sentie vivant. On a souvent dit de ses ouvrages qu'il faisait du bien. Lui-même a toujours su qu'il écrivait parce que cela répare. Que réparait Grégoire de la Cour, qui était son père de plus en plus absent et sa mère qui l'éloignait chaque jour davantage. Histoire d'une famille où l'on porte le déni comme une armure. L'enfant réparé offre un éclairage unique sur le parcours d'un grand romancier, où l'écriture est la seule échappatoire, permettant d'abord de fuir puis de dessiner pas à pas un chemin vers la faille originelle. Au plus juste des mots, l'auteur nous offre un récit littéraire d'une lucidité exceptionnelle. Postface inédite, le Grégoire de la Cour se livre avec pudeur, avec puissance et ne laisse pas de répit au lecteur. Ensuite, nous avons les remarques des différents journaux qui ont lu le livre. Libération, un roman d'une violence tripale, comme une colère sourde qu'il lui fallait hurler. Ouest France, une plongée en apnée. Et donc je m'interroge, ça que c'était Ouest France, pardon, et Le Monde des Livres a dit une plongée en apnée. Alors moi je m'interroge sur la déperdition d'informations qu'il y a entre ces deux 4e de couverture, parce que la 4e de couverture participe au choix de l'achat et de la découverte du livre, et je trouve que celle en livre de poche, qui est celle qui est plus grand public, elle est beaucoup plus cryptique, beaucoup plus opaque que la première, où on parle vraiment de violence. Là, on pourrait croire qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais lesquels? Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins clair qu'on va parler d'abus S. Et est-ce que c'est dû à une réécriture par une intelligence artificielle qui a simplifié le résumé originel? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est dû à une censure de la personne qui a écrit le texte? Est-ce que c'est dû à une lecture partielle? Est-ce que c'est dû à un désir de garder le suspense du livre? Moi je me suis dit, il faut imaginer les personnes qui découvrent le véritable sujet du livre et qui peuvent s'estimer trahis ou mal à l'aise, alors qu'ils ne voulaient pas lire un livre sur l'inceste. Et je trouvais que la 4e de couverture de Grasset, elle est bien meilleure et elle est
elle est beaucoup plus incisive et tranchante et pour moi participe davantage de cette reconnaissance de ces abus dans un but bien sûr de les dénoncer, pas par voyeurisme mais de les dénoncer pour qu'on puisse en parler sans tabou dans la société afin que la peur change de camp. Et justement, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, alors tout à l'heure j'avais fait une parenthèse, mais j'ai remarqué quelque chose. Lorsque on est face à la 4e de couverture de chez Grasset, on a le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis sentie vivant. Donc, regardez bien, le jour où j'ai appris que j'étais une victime, j'étais. Donc, on a ici un imparfait. Et lorsqu'on est sur la couverture du livre de poche, le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, je me suis sentie vivant. Et en fait, il y a, lorsqu'on utilise l'imparfait et le passé composé, ça n'a pas du tout la même valeur. Quand on utilise l'imparfait, ça parle bien de l'habitude dans le passé. Donc, le jour où j'ai appris que j'étais une victime, c'était, si je me replonge dans mon passé, j'étais une victime lorsque j'étais un enfant. Et tandis que le passé composé, j'avais été une victime, le passé composé, c'est quand c'est quelque chose du passé qui est achevé pour toujours. Et donc j'ai trouvé que, vous voyez, il y avait encore un adoucissement dans le texte et je me suis posé la question, il faudrait que je relise pour savoir si en fait Grégoire de la Cour emploie tel ou tel temps. Alors j'ai été vérifiée, parce que vous savez comment je suis, j'aime bien vérifier. Donc page 156 du livre de poche, Grégoire de la Cour écrit une seule phrase sur une page blanche. Le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, je me suis senti vivant. Donc il a bien utilisé le passé composé. Donc on peut espérer en fait qu'il y a une sorte de page tournée, pour prendre la métaphore du livre, même si bien évidemment elle n'est pas complètement tournée parce que le livre reste à écrire. Alors je vais arrêter avec les expressions comme cela, mais en tout cas il comprend qu'il est victime et donc la nécessité d'écrire l'enfant réparé et ensuite de continuer le travail une fois qu'il a ouvert la boîte de Pandore, d'écrire Polaroid du frère. Mais donc la couverture, le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, donc passé composé, c'est juste. Et donc je suis retournée sur le site de Grasset pour vérifier et eux ils ont bien mis l'imparfait dans leur texte. Et donc nous sommes quand même une chaîne où on apprend le français, donc c'est vrai que je relève un petit peu ce genre de choses pour parler de la valeur des temps, la différence entre l'imparfait et le passé composé, même si c'est très subtil. Mais encore une fois, le fait d'employer l'imparfait qui va donc traduire une répétition des faits dans le passé, ça me donne encore plus d'informations parce que dans le livre de poche, la phrase, de toute façon, il l'a écrit, elle est au passé composé, et donc il y a une idée c'est dans le passé, c'est dépassé dans le sens il a surmonté. Et on se rend compte que pas du tout, vu ce qu'il subit et vu les conséquences qu'il aura sur sa famille. Mais je ne le connais pas personnellement, maintenant il a peut-être dépassé les choses. Et de toute façon, c'est quelque chose de très intime. Il ne nous appartient pas de savoir si les auteurs ont dépassé, comment ils gèrent, tant qu'ils ne nous en parlent pas. Et on a juste le texte qui nous donne à lire. Mais c'est vrai que c'est plus optimiste d'avoir du passé composé parce que ça ne nous donne pas l'idée de rappeler tout le temps la répétition en fait de la souffrance. Voilà, bon, ça c'était une petite partie un petit peu sur la valeur des temps et aussi parce qu'à titre personnel, je m'intéresse beaucoup à la façon d'exprimer les choses, parce que je crois que souvent quand on n'a pas les bons mots
pour expliquer, ça participe aussi à la souffrance. Mais voilà, on va continuer notre podcast, mais c'est intéressant, vous voyez, cette différence d'approche des quatrièmes de couverture. Je disais que les éditeurs originaux sont des fois un peu plus incisifs. Et bien pour Polaroid Dufrère, qui est sorti uniquement en grand format au moment où j'utilise ces lignes, puisque les livres sortent d'abord en grand format avant d'être en poche, la quatrième de couverture, elle a choisi, enfin l'éditeur a choisi de donner la parole à l'auteur, de citer un passage du livre. C'est ton prénom que je voudrais donner à ce livre. C'est le silence autour de toi que je cherche à chambarder. Gavé de mots et d'images l'épouvante de l'effacement, jusqu'à effacer le mot effacement lui-même, car on dit que si un mot n'existe pas, la chose qu'il représente n'existe pas non plus. Toutefois, il est curieux de constater qu'il n'existe pas de mot pour définir un frère qui a perdu son frère, et je t'ai perdu. Alors les hommes font des livres à leurs frères morts, comme on érige des mémoriaux aux inconnus dans les villages pour retenir leurs cendres. La littérature est un vaste cimetière et j'y pioche ta place. Alors sur le site d'Albin Michel, qui a publié le livre, on peut trouver donc les critiques qui sont toujours élogieuses parce que ça participe à la promotion du livre, mais on a aussi la possibilité de feuilleter un extrait dont le passage sur les mouches va nous plonger brutalement dans une réalité qui est à la fois prosaïque et douloureuse. On devine tout de suite qu'on va lire quelque chose de très émotionnel. Mais moi, ce que je regrette, voyez, c'est que c'est génial d'avoir un extrait de l'écriture de Grégoire de la Cour, qui est écrit très très bien, mais ça sous-entend, pour savoir vraiment de quoi parle le livre, de faire un effort, de faire des recherches sur Internet, d'aller sur le site de l'éditeur, d'aller lire l'extrait. Et si on se base uniquement sur la quatrième de couverture, on devine donc qu'il va s'agir d'un frère mort. Mais le sujet du livre avance masqué parce qu'il y a plein d'hypothèses qui sont possibles. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y a du bruit là, au moment où je parle, voilà, maintenant c'est une sortie d'école. Mais c'est systématique, même à 3h du matin, quand j'enregistre un podcast, vous pouvez être sûr qu'il y a du bruit dans mon entourage. Voilà. Donc je vous disais que si on se base sur la quatrième de couverture, le sujet du livre avance masqué. Plein d'hypothèses sont possibles et sur ce sujet, de quoi parle ce livre, et je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Ce que je trouve ambigu dans la quatrième de couverture de Polaroid Dufrère, c'est que si on n'a pas lu L'Enfant réparé, ou si on ne connaît pas l'histoire de Grégoire de la Cour et qu'on rentre directement dans son univers à travers ce livre, au début, lorsqu'on est en train de se demander si on va acheter le livre ou pas, eh bien on pourrait croire qu'il va nous parler d'un frère un peu bad boy, mauvais garçon, du vilain petit canard de la famille. Alors que je trouve que son livre est très intéressant, il y a une mise à distance. C'est en fait aussi la perception qu'on a d'une victime, mais aussi d'une personne qui se comporte mal dans la vie. Et c'est une perception qui bien sûr est instantanée, comme un Polaroid, et complètement faussée à l'image d'un Polaroid, d'une photo, qui nous pousse à tirer des conclusions hâtives sur une personne alors que la réalité est tout autre. Regardez dans les reportages de True Crime, donc les crimes qui ont lieu dans la vie réelle, les gens ils disent « Ah mais regardez, la victime, elle posait aux côtés de son agresseur, elle souriait sur les photos ». Mais une photo, c'est un moment où on pose, un moment où on prétend, et ce n'est pas du tout le reflet, ça ne révèle rien, c'est pas un reflet de la réalité ni de la vérité. Et je trouve que le titre, du coup, Polaroid Dufrère est très bien choisi parce que, vous voyez, c'est les Polaroids, ce sont des appareils photo qui étaient très à la mode dans les années 80, donc au moment, je pense, de l'enfance et l'adolescence de Grégoire de la Cour. Et en fait, on appuyait sur un bouton, on attendait un petit peu, la photo séchait et on avait notre photo au format carré. Et de nos jours, maintenant, c'est devenu très vintage. Beaucoup de gens font même des expositions avec des Polaroids. Mais en fait, on a capturé un moment et on obtient quelque chose qui est un moment et qui n'est pas du tout
ni la réalité ni la vérité. Une personne peut donc sourire, même par réflexe, devant une photo alors qu'elle est en grande souffrance. Et en plus, ce terme d'instantané, ça rejoint aussi la forme de Polaroid du frère, puisque ce livre est composé de petits textes qui servent à évoquer par petites touches le souvenir du frère, un peu comme un peintre, vous voyez, un peintre impressionniste ferait des touches avec sa peinture sur un tableau, et il faudrait qu'on se recule un petit peu pour voir le magnifique paysage, les reflets du soleil, les reflets et les variations. Mais si on a le nez collé à la toile, on ne verrait effectivement que des petites taches. Et j'ai trouvé que Polaroid, c'est un peu, vous voyez, comme une collection de Polaroid. Ça peut être joli, tiens, c'est marrant, il y a pas mal de Polaroid, mais si on va se pencher sur chaque Polaroid, déjà on a une perception qui est différente. Et pour moi, ce portrait du frère, sous forme de petits textes, c'est un peu comme si Grégoire de la Cour consultait un album de photos symboliques, et que ces photos, en fait, constituaient le contenu d'une boîte de Pandore. Et on comprend vite que l'enfant réparé était le début d'un voyage, d'une exploration intérieure, une façon de quitter la caverne, de dépasser son propre déni par rapport à ce qui lui était arrivé, et que là on va aller dans qu'est-ce qui est arrivé à son frère. Parce que souvent dans une fratrie, on n'a pas tous vécu la même chose. Par exemple, il y a des enfants qui ont été battus par leurs parents alors que leurs frères et sœurs ne l'ont pas été. Il y a des personnes qui ont été abusées alors que le frère et sœur ne l'a pas été, ou aussi des fois la croyance que nous on a vécu quelque chose que n'a pas vécu le frère ou la sœur, qui a eu des préférences, que certains sont passés entre les mailles du filet. Mais je pense que vivre dans un climat incestuel ne permet jamais de passer au travers des mailles du filet. D'ailleurs, le parcours de la sœur, Claire, en plus, ça s'appelle Claire, son prénom, alors qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. J'ai trouvé que ça montre aussi l'enfant qui, soi-disant, n'aurait pas été victime, est aussi quelque part victime. Et peut donc, comme toute victime, se transformer en bourreau. Donc, sans trop trahir le contenu du texte, hein. Vous savez que la sœur, si elle avait répondu ou pas, beaucoup de choses auraient changé, ou pas. Alors on comprend mieux que le livre de Grégoire de la Cour, il a aussi une importance capitale en nous faisant changer de point de vue sur les gens à problème, les gens qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société, sur ces sortes de marginaux. Parce que souvent on dit oui, telle personne n'a pas eu de vie facile, mais bon, certains en sont sortis, donc c'est pas une excuse. Mais ils sont sortis de quoi ? De quoi on s'en sort quand on a été victime de quelque chose ? Pourquoi y aurait-il des méritants et des gens qui ne sont pas méritants ? Moi, je trouve que le livre de Grégoire de la Cour, il s'interroge sur la notion de s'en sortir, sur la vraie reconnaissance du traumatisme, de la prise en charge et de cette réparation sociale, familiale, individuelle et psychique. On est tous rassurés d'imaginer qu'on peut être réparé. Ça veut dire c'est bon, on revient en état de marche. Mais la réparation est-elle seulement possible ? Et ça veut dire quoi être en état de marche ? Alors ça paraît sombre, dit ainsi, je ne suis pas psychologue, je n'ai aucune réponse à ces questions. Et en plus, chaque parcours est unique. Mais quand on est victime, déjà pour se reconnaître victime, c'est une première étape, parce qu'il faut reconstituer la chronologie des événements, comprendre ce qui est arrivé, analyser, dépasser beaucoup de sentiments comme la honte, la peur, plein d'autres sentiments, ce n'est pas exhaustif. Il faut accepter, il faut ensuite réussir à formuler, il faut réussir à dépasser le regard de l'autre, il faut mettre en œuvre des moyens considérables pour réussir à se faire entendre et comprendre, et parfois même vous allez parler et tout le monde s'en fiche, et ces moyens et cette possibilité d'expression, tout le monde n'y a pas accès, et des fois tout le monde y a accès, mais enfin des gens y ont accès, mais ça prend du temps, et ça peut être tardivement, comme dans le cas de Grégoire de la Cour, qui a été père de famille, marié, qui a un certain âge quand il écrit L'enfant réparé. Ça dépend d'une évolution personnelle, et parfois, malheureusement, on n'arrive
pas à sortir de tout ça. Et son frère, hein, je ne le connaissais pas, et on a peu d'informations puisque ça reste volontairement bref, des petites touches, mais son frère ne semble pas avoir réussi à se sortir de ce traumatisme. Et d'ailleurs, il a fallu que Grégoire de la Cour découvre que son frère aussi avait subi un traumatisme. Vous voyez, on a toujours des perceptions erronées. Et autre chose, moi en lisant ces 2 livres de Grégoire de la Cour, je me suis fait la réflexion que la prescription judiciaire, elle est complètement dans les choux face à la réalité. Dans les choux, c'est-à-dire pas du tout adaptée, hein, complètement vraiment à côté de la plaque. Parce que le genre de crime d'abus dont parle Grégoire de la Cour, pour moi, ne devrait connaître aucune prescription. Parce que non, le temps n'efface pas tout. Et le temps psychique n'est pas le temps judiciaire, le temps de la société. Et mon temps n'est pas votre temps. Et le temps émotionnel est différent. Donc, dans Polaroid du frère, si on regarde aussi, il montre les pluralités de comportement. Parce que l'attitude de la sœur met très mal à l'aise. Mais moi, ce que décrit l'auteur, je l'ai constaté à titre personnel, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie et le livre, mais je me suis remarquée, je ne parle même plus français tellement j'ai remarqué que les frères et sœurs dans une famille dysfonctionnelle ne sont pas forcément toujours proches, hein, souvent même d'ailleurs, pour survivre, il y a beaucoup d'égoïsme, et d'ailleurs l'attitude de la sœur met mal à l'aise parce qu'elle paraît se rattacher au matériel dans Polaroid du frère, mais c'est aussi sa manière de survivre, qu'on l'accepte ou pas, il y a une explication. Et je trouve dommage voilà, que la 4e de couverture, hein, qui va donc rendre hommage au talent d'écrivain de Grégoire de la Cour, ne mette pas davantage en avant le vrai contenu du livre, les questions qui sont posées, et ça évite aussi un biais possible. Son frère n'est pas coupable, son frère est aussi une victime, et dans ce livre on va vous parler de choses déchirantes, à savoir qu'il y a eu quand même des affrontements entre victimes au lieu de retrouvailles. Et d'ailleurs, les retrouvailles sont-elles possibles? Et je vais m'arrêter ici, je ne vais pas en dévoiler davantage, parce qu'ensuite, si j'argumente davantage, je vais devoir vous expliquer des choses. Et comme je vous ai dit, je voulais que vous lisiez vraiment ces 2 livres. Ce n'est pas par déni ou peur d'aborder certains sujets, mais parce que, comme je vous ai dit, l'esprit critique se construit sur l'expérience. Et donc, il faut lire les livres. Alors moi, je vous conseille de lire d'abord L'Enfant réparé, et ensuite de lire Polaroid du frère. Et je vous invite, pour ceux qui apprennent le français, à faire les exercices que je vais vous donner, des exercices de compréhension, qui ne seront pas trop difficiles, parce que le but, c'est que je me concentre sur la langue et pas sur des concepts psychologiques. Je vais donc vous partager en podcast cet article qui va être très utile pour les gens qui ont des besoins en phonétique, puisque vous pouvez lire en même temps que je parle, ou vous pouvez tout simplement écouter. Je vous souhaite une bonne lecture, et je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt.